C'est comme si le peuple juif avait peur de lui-même. Les territoires de Judée-Samarie sont en fait les territoires historiques du peuple d'Israël et de son histoire. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient avec comme invité aujourd'hui le professeur Shmuel Trigano. Bonjour et shalom Shmuel. Bonjour. Shmuel, vous êtes professeur des universités, vous êtes sociologue, philosophe et figure intellectuelle marquante du monde juif francophone. Vous êtes installé depuis maintenant plus d'un an et demi en Israël, à Tel Aviv, et c'est là que vous avez lancé, dès votre arrivée, le site Attends. menora.info, un site internet très complet et pertinent d'analyse sur la société et l'identité israélienne. Vous avez aussi lancé Dialoga, qui organise régulièrement des rencontres sur ces mêmes thèmes et qui a déjà tenu l'un après l'autre 4 colloques intitulés les colloques des intellectuels francophones israéliens. Et puis vous êtes aussi et surtout l'auteur en 3 décennies de plus d'une trentaine d'ouvrages de réflexion sur l'identité, l'histoire, la sociologie et la philosophie juive, dont certains ont analysé sur le fond la question palestinienne. Et puis il y a aussi les 4 impressionnants volumes de la série d'ouvrages collectifs que vous avez lancés il y a déjà assez longtemps et coordonné aux éditions Fayard en France, intitulé La société juive à travers l'histoire. Alors, avez-vous, Shmuel, été surpris qu'il ne se soit rien passé le 1er juillet dernier, date en principe fixée par le Premier ministre Netanyahou pour étendre la souveraineté israélienne sur 30% de la Judée-Samarie et sur toute la vallée du Jourdain? Est-ce que c'était une manœuvre dilatoire du Premier ministre ou alors le résultat plutôt d'une grande confusion qui règne à la tête du pays sur ce sujet? Le problème mérite d'être débattu. Donner une date à l'avance permet à tous ceux qui s'y opposent de s'organiser. C'est bien ce qui s'est passé du côté palestinien, du côté européen, du côté des pays arabes, même les pays arabes modérés. Et donc, c'est une défaillance, on pourrait dire, sur le plan tactique. Si la chose devait être réalisée, elle devait être réalisée rapidement et sans effet d'annonce. Deuxièmement, ce qui apparaît plutôt inquiétant, c'est que le soutien américain est vacillant. C'est Trump qui a fait cette proposition, mais il semble qu'il y ait une marche arrière ou je ne sais quoi, mais en tout cas, l'affirmation de cette réalisation est apparue affaiblie de ce fait-là. Donc, je crois. Alors, par ailleurs, c'est une date qui était contraignante parce qu'en fait, elle se produit au cœur même d'une épidémie qui devient grave en Israël. Mais est-ce qu'elle suffisait justement pour lancer ce projet immédiatement? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, justement, vous faisiez allusion à l'effet attendu et il faudrait rappeler en exergue que quand le Premier ministre Menachem Begin, en décembre 81, avait non pas annexé, mais étendu la loi israélienne sur le Golan, le plateau du Golan, effectivement, il l'avait annoncé à personne et ça fait un effet surprise, un fait accompli qui a été critiqué, certes, par les Américains, entre autres, y compris par l'administration Reagan de l'époque, mais il a agi tout autrement. Alors, sur le fond, comment expliquer qu'un dossier aussi déterminant pour l'avenir du pays et qui est devenu à la une de ses priorités et de l'actualité, on pourrait dire depuis 6 mois, date à laquelle a été lancé et publié le fameux plan du siècle à Washington par le président Trump. Comment expliquer que ce dossier ait été si mal géré côté israélien, voire négligé par le gouvernement Netanyahou, puis par le gouvernement d'union avec Gantz, parce qu'on avait du temps pour se préparer. Je fais référence au fait qu'il n'y a pas eu de brainstorming intérieur aux gouvernements successifs, il n'y a pas eu de carte géographique pour mesurer l'extension du projet, bien qu'elle semble exister, mais il semblerait qu'il y ait des cartes contradictoires. Il n'y a pas de calendrier ou d'agenda qui a été fixé. Il n'y a aucune explication sur les conditions d'application sur le terrain de cette mesure. Rien non plus en ce qui concerne la procédure et la justification, les justifications légales qui en fait donnent droit au regard de la légitimité internationale à Israël de prendre une telle mesure. Encore moins que de la communication et de ce qu'on appelle de la hasbara, à la fois auprès de l'opinion
publique israélienne qui est devenue indécise, mais c'est aussi et surtout au niveau de l'opinion mondiale qui s'est mobilisée derrière les Palestiniens pour critiquer ce projet. Comment se fait-il alors vous disiez crise du coronavirus, c'est une chose, mais est-ce que et puis aussi division politique entre le Likoud et le Parti bleu et blanc, mais est-ce qu'il n'y a pas des causes beaucoup plus profondes à cette négligence? Il y a sans doute des causes morales, spirituelles, psychologiques. C'est comme si le peuple juif avait peur de lui-même au regard de son histoire, parce qu'en fait, la prétention d'Israël à annexer tel ou tel territoire se fonde sur le principe même de l'existence de l'État d'Israël, à savoir qu'il est tout à fait légitime et justifié sur ce territoire, d'autant qu'il faut rappeler à tous ces gens qui rappellent le droit international qu'il y a déjà eu un État arabe dans la Palestine mandataire, c'est la Jordanie. Le fait que la Jordanie soit sous un régime qui n'est pas ethniquement palestinien, mais les Bédouins hachémites, n'est pas en fait le problème de la justice du principe du partage, c'est un problème interne au monde arabe et au monde palestinien. Mais moi, ce qui m'a gêné depuis le départ dans cette situation, c'est que, en fait, on peut avoir l'impression qu'Israël n'a conçu l'audace de l'annexion qu'en fait que par procuration américaine. Or, la souveraineté, c'est pas ça. La souveraineté a une conviction intime profonde dans sa légitimité. Elle n'a pas besoin d'être cautionnée ou d'être autorisée à pratiquer quelque chose. Donc, c'est déjà une faiblesse tout à fait problématique sur ce plan-là. Plus, ce qui caractérise ce projet d'annexion, c'est qu'on a le sentiment qu'il se fait par procuration américaine. Or, ce n'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est une conviction intime de la légitimité que l'on a, qui ne souffre aucune condition, ni caution, ni autorisation. Et là, il y a un problème de fond à ce niveau-là qui explique peut-être l'impréparation, ce qu'on pourrait appeler l'impréparation de ce projet-là. Ensuite, ce projet-là est conditionné par la création d'un État palestinien. Et là, c'est une toute autre histoire que la question de l'annexion, parce qu'en fait, ça pose un problème bien plus vaste que la question de l'annexion, de la survie de cet État qui sera un État croupion sur le plan du territoire, des possibilités économiques, invivable, un État invivable, sans accès à la mer. Mais s'il a un accès à la mer, va-t-il traverser le couloir de Gaza ? Il y a un grave problème qui est posé ici. Va-t-on couper le territoire israélien en deux ? Est-ce que Gaza sera destiné à être un territoire de l'État palestinien ? Et si c'est le cas, comment communiquera-t-on entre les deux parties séparées par ce qu'on peut appeler le couloir de Gaza, qui est israélien ? Comment les communications seront faites avec tous les risques possibles de guérilla et de terrorisme, comme on peut le supposer de la part du Hamas. Donc il y a des problèmes fondamentaux bien plus graves que la question de l'annexion qui se posent à ce niveau-là, qui ne sont pas résolus, parce que nous sommes toujours dans le mantra de la gauche pacifique, deux pays pacifistes, deux peuples, deux États. Mais moi, je suis plutôt perplexe dans la mesure où je vois plusieurs États pour un seul peuple, parce que vous avez Gaza, vous avez le futur État de Palestine, vous avez la minorité nationale arabe qui ne se reconnaît pas dans la légitimité de l'État d'Israël, vous avez la majorité palestinienne de Jordanie, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la création de cet État va rendre possible un irrédentisme tous azimuts, justement, qui ébranlera à la fois la structure de l'État israélien, mais également la structure de l'État jordanien. Donc il y a là vraiment un problème très grave
pour lequel il n'y a que des pieux souhaits et ce mantra de deux peuples, deux États qui hypnotise les gens mais qui n'a aucune signification sur le terrain, qui date même du 19e siècle peut-être, mais en tout cas, la question qui se pose, elle est très grave. Mais est-ce qu'on ne touche pas du doigt, mis à part ces considérations à la fois historiques et géopolitiques, vous avez eu raison de rappeler, un problème le problème de cette mauvaise gouvernance du côté israélien, c'est tous ces dysfonctionnements qu'on a cités, qui ne sont pas seulement conjoncturels, même si on les vit dans l'actualité du jour. Est-ce que ce n'est pas lié au dysfonctionnement structurel du système politique israélien et plus grave encore, ce serait lié à une mécompréhension et à une négligence intrinsèque par le leadership israélien de tous bords d'ailleurs, de ce qu'est la Malchoute Israël, c'est-à-dire l'exercice plein et entier de la souveraineté de la part de l'État juif. Est-ce que c'est pas une maladie infantile, comme diraient certains, du sionisme? Vous savez que j'ai consacré un livre paru récemment en hébreu, l'État juif, et c'est À ce effectivement sujet, oui. quelque chose qui fonde toute cette perspective-là. La maladie infantile du sionisme politique, ça a été la normalisation. À la fois, elle a aidé à construire un État, ce qui est une réussite sans conteste, mais en même temps, elle n'a pas puisé en elle les sources lui permettant de faire face à ce type d'adversité. Parce qu'en fait, ce qui est en question ici, dans cette histoire-là, c'est la question de la légitimité d'un État d'Israël et d'un État juif à exister. J'emploie le mot juif dans le sens de peuple et pas nécessairement dans le sens de religion. Mais il est évident que l'histoire du peuple inclut l'histoire de sa culture et de sa religion. Et donc, en fait, cette défaillance-là qui voulait qu'on soit comme tous les autres, comme tout le monde, elle a quelque chose, une aspiration à la santé, je n'ai rien contre, mais elle a quelque chose d'irréaliste dans la mesure où le peuple juif est l'héritier d'une histoire qui fait qu'en fait, la majeure partie du globe a une théorie du juif qui a donné naissance à des formes antisémites ici ou là, dont on voit à l'œuvre les relents dans les prises de position de l'Union européenne récentes, notamment face à cette annexion, ce qui est quelque chose de fascinant. Il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts en Europe et la seule préoccupation de l'Union européenne, c'est qu'Israël n'annexe pas ces territoires qui procuraient une catastrophe, une déflagration mondiale. Là, cette urgence, elle a quelque chose de délirant et elle est en rapport justement, qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain et qui est en rapport avec l'image d'Israël que les nations se forgent. Le sionisme politique a espéré retrouver une place pour ce peuple juif dans le concert des nations européennes, mais toujours, il faut constater que cette place est très fragile et que le champ de la légitimité qu'on reconnaît aux Juifs est très limité sur ce plan-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, les territoires de Judée-Samarie sont en fait les territoires historiques du peuple d'Israël et de son histoire. Il n'a plus de légitimité dans ces territoires, on pourrait dire que dans le Negev ou éventuellement même certaines parties de la Galilée au regard de l'histoire ancienne. Et il y a comme une confusion qui se fait, mais peut-être plus qu'une confusion dans l'esprit des Européens, c'est qu'en fait, intégrer ces territoires, c'est retrouver l'Israël éternel en quelque sorte, l'Israël de l'histoire, du mythe, de la mythologie qui a fondé le christianisme comme l'islam et peut-être d'une certaine façon la modernité. Et c'est ça, les Israéliens ne le perçoivent pas. Ils ne le perçoivent pas parce qu'ils sont normaux, ils se croient normaux, mais en fait, tout montre qu'ils ne le sont pas aux yeux des autres. Et ce décalage entre ce que l'on croit et ce que l'on vit concrètement, c'est une catastrophe sur le plan stratégique, dans la mesure où le front qui s'ouvre, il n'y a personne. Il n'y a personne
qui se tient sur ce front-là. Les gens sont ailleurs, sur la justification du droit international, etc., etc. C'est important, mais pas décisif sur le plan de l'imaginaire collectif. Et c'est ça qui compte sur le plan de l'efficacité politique à ce niveau-là. Et par ailleurs, il y a donc aussi dans cette logique-là des dissensions internes au peuple israélien, au monde juif, et qui fait que on part au combat avec des pieds cassés, des gens qui vous tirent dans le dos, des gens qui vous dénoncent du dedans même. Et si vous voulez, c'est la meilleure façon pour échouer à tous les niveaux. Donc, regardez les informations télévisées sur les chaînes israéliennes a quelque chose d'accablant parce que c'est la guerre de chacun contre tous. L'autorité n'est pas assumée. Ce gouvernement dont vous parlez, il est de briques et de broc parce qu'en fait, il y a deux têtes de chefs de gouvernement et donc une dissension structurelle. Les discussions qui devraient être internes au cabinet deviennent des news radiophoniques et télévisées en direct. Et donc, il y a quelque chose ici qui ne tourne pas rond dans le royaume d'Israël. Il y a un véritable problème. Par exemple, le cabinet de Corona, il y a 2 jours, c'était accablant de voir que les membres du ministère de la Santé, du ministère de la Défense, le Premier ministre, etc., étaient en conflit sur les décisions à prendre. Il n'y a rien de pire pour instaurer la pagaille. Et donc là, si vous voulez, j'observe que justement cette faiblesse du sentiment de souveraineté fait qu'il n'y a pas d'autorité qu'on respecte, une autorité qui pour l'instant est toujours fondée sur le vote démocratique, une autorité qu'on respecte. Alors, j'ai une autre dimension à rajouter sur laquelle j'ai aussi travaillé, c'est que, en fait, la démocratie israélienne est gouvernée par la Cour suprême. Et donc, dans les domaines régaliens, c'est ça qui est le plus grave. Que la Cour suprême défende les droits de l'homme, c'est son rôle. Encore faut-il savoir comment on fonde ces droits de l'homme, mais qu'elle intervienne dans le domaine stratégique, dans le domaine de la décision politique, dans le domaine de la législation, est un très grave problème sur le plan du sentiment de la population d'être représentée. Alors justement, Shmuel, l'une des conséquences de ces dysfonctionnements et de cette méconnaissance de l'exercice de la souveraineté, de l'autorité des autorités souveraines, c'est un certain mépris par les gouvernants de tous bords de l'opinion publique israélienne. Ainsi, voilà un mois, et vous êtes sociologue, vous avez l'habitude aussi de ces analyses, voilà un mois, une majorité d'Israéliens, malgré tout, compte tenu de ce que valent vraiment les sondages, mais se prononcer à 50,5% de manière favorable pour l'extension de souveraineté. Et puis, comme les dirigeants israéliens, les dirigeants du pays hésitaient, se divisaient, polémiquaient, comme vous le disiez en direct sur les ondes, eh bien, l'opinion les a imités et elle est actuellement à nouveau divisée sur cette question, d'autant qu'on assistait au même moment, vous le notiez aussi, à une reprise de la pandémie de coronavirus. Ainsi, aujourd'hui, on chiffre à peu près à 27% les personnes favorables pour l'extension de sa souveraineté, 23% qui voudraient la reporter en fonction de tous ces problèmes qui se surajoutent, 22% seraient contre, et puis il y aurait, ce qui est quand même intéressant, un quart, 26% de gens sans opinion. Alors, franchement, c'est peut-être un aspect secondaire, les sondages, mais ça illustre aussi le malaise dont on parle depuis un quart d'heure. Ben oui, parce qu'en fait, on ne sait plus très bien ce qui est en jeu. Il y a plusieurs choses qui se mêlent. Le principe de peuple des États et donc la création d'un État palestinien, la question de l'annexion, du plan d'annexion également, de son réalisme, de sa praticabilité, et surtout la question de la conviction. Ce que je remarque, c'est que le Premier ministre Netanyahou ne parle pas souvent, ne prend pas la parole véritablement. Sa prestation orale est extrêmement limitée, ce qui donne à penser à tout le monde, en quelque sorte, alors qu'il y a là un effort de conviction, de démonstration, de persuasion, mais cet effort n'a pas été fait comme si la chose était évidente. Et donc,
Je crois que là, il y a un véritable problème. Alors, je ne néglige pas l'hostilité des médias à l'égard du Premier ministre, qui est un phénomène politique stupéfiant. Et donc que le Premier ministre ne veuille pas répondre aux questions des médias. Donc là, il y a un problème, mais il devrait penser au reste de la population qui attend une parole, justement, une parole de conviction. Mais cette parole, d'ailleurs, elle devrait être adressée également au monde entier et non pas seulement à la population israélienne. Et là, j'observe peut-être, en tout cas, ça me semble une défaillance sur le plan de la tactique, peut-être justifiable sur le plan médiatique, mais pas du tout justifiable sur le plan moral, psychologique, etc. Donc, je crois que là, la question de l'annexion ou de l'État palestinien aurait mérité une démarche bien plus vaste et qui ne soit pas totalement dépendante du plan Trump. Le plan Trump est fragile, il est ambivalent. Personnellement, je pense que le fait que Trump ait confié à son entourage juif la responsabilité de s'en occuper est très inquiétant, justement pour les difficiles renoncements qui seront exigés d'Israël sur le plan de sa sécurité. Donc là, c'est une inconnue qui est encore présente. Et par ailleurs, le pouvoir de Trump est ébranlé aujourd'hui. Donc en fait, il y a ici un ensemble d'inconnus qui fait que peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour se livrer à une telle démarche qu'il faudrait vraiment reprendre totalement, globalement, avec un projet global, ce qu'Israël n'a pas fait jusqu'à ce jour. Et cela, c'est quand même quelque chose à remarquer. C'est quand même ce sujet qui est si grave, si important, est resté un problème pendant jusqu'à nos jours. Absolument. Et alors, dernière question. Dans la presse de ce début de semaine, de ces derniers jours, chacun y va de sa suggestion. Et l'une des suggestions pour sortir de cette confusion, ce serait, d'après quelques opinions, de réitérer, de légiférer pour créer une nouvelle loi fondamentale comme celle qui a été créée, je crois, en 2007, qui proposait qu'à partir du moment où un gouvernement voudrait opérer un retrait territorial et non pas une extension, mais c'est le symétrique opposé, eh bien, il y ait un référendum national ou une majorité qualifiée de 80 députés sur 120 à la Knesset pour l'accepter. Et certains constitutionnalistes, spécialistes de droit constitutionnel, ont avancé que il faudrait peut-être dès avant demander justement à l'opinion ce qu'elle en pense, ou alors obtenir une majorité qualifiée à la Knesset. Est-ce que c'est ça, d'après vous, les remèdes envisageables ou il n'y a pas un problème de fond beaucoup plus large qui suppose à moyen et long terme une véritable refonte du système politique israélien? Une loi fondamentale qui porterait sur quoi? Qui porterait, comme il y a une loi fondamentale sur le retrait, loi fondamentale sur l'extension territoriale et qui exigerait un référendum public, national ou, à défaut, une majorité qualifiée, puisqu'on a déjà une loi de ce genre. Je crois que c'était en 2007 ou 2011, pardon, qu'elle a été avancée pour empêcher un retrait de style accord d'Oslo. Il faut dorénavant soit un référendum national, soit une majorité qualifiée de 80 députés sur 120 pour l'accepter. Alors, est-ce que vous croyez que concernant la souveraineté, ce serait franchement une vraie solution ou un palliatif? C'est un palliatif. Alors, je pense qu'il faudrait véritablement une constitution israélienne qui déclare quel est le territoire israélien, etc. Mais en fait, ce n'est pas un problème juridique ou parlementaire. Est-ce que vous vous imaginez ce que l'idée d'un retrait provoquerait? Ce n'est pas la faible communauté israélienne qu'il y avait dans le territoire de Gaza, c'est 500 000 personnes et plus qui seront concernées. Donc, un projet pareil, c'est la destruction, l'autodestruction d'Israël. Je ne vois pas une autre, c'est d'une gravité extrême, car
vous aurez une partie d'Israël qui ne sera pas d'accord avec l'autre partie. Et là, si vous voulez, c'est ça qu'il faut résoudre. C'est à ça qu'il faut se confronter. Mais personne ne le fait. La gauche est restée à ses illusions d'Oslo, comme si rien ne s'était passé depuis, comme si nous ne savons pas quelles sont les intentions du pseudo-État palestinien. Mais la droite elle-même n'a pas été inventive. Elle s'est reposée sur ses lauriers, si on peut dire, sans réfléchir à un projet d'ensemble. Non, je crois qu'il faut réfléchir, il faut une audace politique très grande, un sentiment très grand de la souveraineté d'Israël qui propose un modèle, une solution quelconque qui fasse la part de toutes les dimensions de la situation, mais non pas ce qui se fait aujourd'hui comme des voleurs le feraient, en cachette, avec la permission de Trump tant qu'il est là, etc., et sans aucune considération du sentiment profond d'Israël. Parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, n'est pas aussi simple que ça. La question, comme on l'a dit, ces territoires très, très limités sont au cœur du territoire israélien. Et sur le plan de leur statut, de la légitimité historique, ils ont le même statut que celui des territoires israéliens d'avant la guerre des 6 jours. Et donc, tout jugement sur ces territoires retentira sur la légitimité d'Israël à être sur d'autres territoires. Et d'ailleurs, l'autorité palestinienne l'a très bien compris. Elle n'a jamais renoncé au retour de plusieurs millions de réfugiés dans l'État d'Israël. De même, le parti unifié, la liste unifiée des Arabes israéliens qui votent comme un seul homme pour un parti qui a 15 sièges à la Knesset, c'est-à-dire le troisième parti israélien, il est évident que l'Israël dans lequel ils veulent vivre ne s'appellera d'ailleurs plus Israël, ne sera plus un État juif, ne sera pas sioniste, c'est dit clairement. Et là, on ne comprend pas que personne ne l'entende en quelque sorte, comme si c'était inintéressant. Or, je pense qu'il faut prendre les Palestiniens au mot de ce qu'ils disent. Et c'est très sérieux, et ils sont très sérieux. Et ça doit être un élément de la politique concrète de l'État d'Israël. Merci Shmuel, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je vous remercie pour toutes ces précisions et à bientôt, j'espère. Au revoir et shalom.